Radio J, un livre, un destin. Monique Ayoun, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors ce matin, nous avons un invité éminent et un éminent invité, Cédric Lapiche, qui va nous parler, entre autres, de son dernier film, Encore. Oui Lise, nous avons le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Cédric Lapiche qui vient nous parler de son nouveau film Encore en 2 mots, parce qu'il y est question de la danse, de l'amour de la danse et du corps. C'est un film qui nous rend euphoriques, qui nous fait du bien, on va en parler tout à l'heure. Cédric Lapiche, vous le connaissez bien, ses films ont marqué des générations, c'est des films cultes. Citons dans le désordre L'Auberge espagnole, Les Poupées russes, Casse-tête chinois, Chacun cherche son chat, Le péril jeune, Un air de famille. Vous nous redites ça, chacun cherche son chat. Peut-être qui m'avait fasciné aussi, ni pour ni contre, et j'en passe. Alors si je devais définir le cinéma de Cédric Lapiche, je dirais que c'est un cinéma essentiellement émotionnel. Je veux dire un cinéma qui n'est pas basé sur l'action, mais sur l'émotion. Car ce sont des films dont le thème est souvent ténu, très simple, et ce qui fait leur particularité, c'est de nous toucher au cœur, de nous présenter des personnages auxquels on s'attache comme si on les connaissait depuis toujours. Bonjour Cédric. Bonjour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire sur le cinéma émotionnel ? Je n'ai jamais fait de film d'action, à part Ni pour ni contre, bien au contraire, qui est peut-être mon seul film d'action. Ouais. Alors, votre nouveau film Encore, Élise, une danseuse classique, première danseuse à l'Opéra de Paris, est victime d'une grave blessure. Elle doit abandonner son art, la mort dans l'âme. Toute sa carrière s'effondre. Elle va devoir apprendre à se reconstruire. C'est l'histoire d'une descente en enfer, puis d'une reconstruction, d'une renaissance. D'abord, comment avez-vous eu l'idée de ce film ? Et pourrait-on dire, Cédric Lapiche, qu'il s'agit d'un film d'apprentissage, comme on dit qu'il y a des romans d'apprentissage ? Oui, certainement. C'est-à-dire que, alors, moi, j'ai voulu faire ce film parce que j'aime la danse depuis toujours. J'ai toujours été voir beaucoup de spectacles de danse, notamment de la danse contemporaine. Donc, j'ai été voir tous les spectacles de Pina Bausch, par exemple. Il y a des gens qui m'ont beaucoup impressionné dans la danse contemporaine. Et j'ai commencé à filmer de la danse. Donc, ça a commencé avec Les Poupées russes, où il y avait une danseuse au Mariinsky à Saint-Pétersbourg. Puis derrière, l'Opéra de Paris m'a demandé de faire un documentaire sur Aurélie Dupont. En faisant ce documentaire, j'ai passé beaucoup de temps dans les coulisses de l'Opéra de Paris. Et je pense que ça m'a donné le goût de parler de ça et de filmer ça. Et du coup, j'ai eu envie de partager ma joie de filmer la danse. Je pense que beaucoup de gens ne vont pas souvent voir des ballets, et donc je me suis dit, voilà, c'est bien de convaincre les gens qu'en fait c'est bien et qu'ils aiment ça sans le savoir. C'est pour donner un nouvel essor. Oui, parce aussi. Que je pense encore une fois que les gens ne savent pas qu'ils aiment la danse en fait, mais je pense que tout le monde aime la danse. Tout le monde aime la danse. Donc ça peut être dans une fête de mariage ou ça peut être dans une boîte de nuit, mais en fait on aime danser, on aime regarder les autres danser, et donc là c'est un film où on regarde des gens qui savent très très bien danser, donc c'est un plaisir forcément. J'avoue quand même que j'ai été très déconcertée par les 15 premières minutes. Je me suis demandé si je m'étais pas trompée de film, parce que c'est un ballet classique pendant 15 minutes et il y a aucune parole, aucun dialogue. Ouais. Et j'ai été surprise en fait. Pourquoi ce parti pris Le but, c'était vraiment presque d'utiliser des techniques de cinéma muet, même s'il y a beaucoup de sons. En fait, on entend de la musique, on entend des souffles, on entend beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses de ce spectacle. Et il y a la danse, c'est la Bayadère, un spectacle de danse classique. Mais en même temps, il y a une trahison, il y a quelqu'un on voit qui est blessé, disons même moralement, je dirais, et donc du coup qui se sent trahi. Donc il se passe beaucoup de choses dans ces coulisses, hormis le spectacle. Et donc c'est le mélange vraiment entre une sorte de scène un peu Hitchcockienne de couple qui se déchire avec un spectacle de danse qui est en même temps. Mais est-ce que ce n'est pas un risque de 15 minutes de ballet au début que le spectateur décroche? Alors c'était un risque. Habitué forcément à ce. C'était un risque, hein, évidemment. Moi j'ai eu peur de ça, mais je vois bien que presque c'est ce que les gens préfèrent dans le film. Donc c'est ce qu'on vous en dit. Oui, c'est-à-dire que là moi j'ai fait un peu un tour de
France, j'étais dans une douzaine de villes, et les gens sont très frappés de voir que, en fait, ils sont accrochés à cette scène-là, et que ça fabrique un suspense, en fait. Et donc je suis assez content. C'est un pari réussi. Ouais, c'est un pari réussi. L'idée, c'était vraiment de forcer les gens à regarder de la danse et les coulisses d'un spectacle. Alors, il y a un passage qui m'a beaucoup frappé. Quand le médecin dit à l'héroïne d'arrêter la danse pour guérir, sur le moment, elle se soumet à ce verdict, et puis finalement, elle n'obéit pas. Alors, vous avez voulu faire passer quel message ? En fait, on a tous connu ça. De toute façon, on a beaucoup entendu parler de ça pendant la crise sanitaire. Il y avait les gens qui étaient d'accord avec leurs médecins, les gens pas d'accord, etc. Donc, on est tout le temps confronté à la parole de la science et la remise en question de ça. Et de plus en plus, on est dans ce questionnement-là. Là, en l'occurrence, elle suit quand même l'avis de son médecin. Au départ, oui. Et puis elle voit un kiné, et puis elle a des soins, et puis elle va mieux. Et donc, du coup, elle prend de plus en plus de risques, on va dire. Oui. Et donc, c'est ça qui se passe. C'est qu'en fait, elle guérit autrement. Elle guérit plus par l'esprit que par le soin du corps, quoi. Mais j'ai été frappée parce qu'on lui dit, quand une voiture reste au garage, elle marche plus, finalement. Ouais, c'est ça, elle se grippe. Si. Donc il faut la faire rouler. Si jamais on laisse 2 ans une voiture au garage, elle marche plus, quoi. Ouais. C'est aussi une philosophie du corps de pouvoir. Bien sûr, et je pense qu'il y a pas mal de médecins. Par exemple, là, c'est assez récent qu'on vous dit quand vous avez mal au dos, il faut marcher. Avant, on vous disait restez allongé. Oui, exact. Et aujourd'hui, il faut bouger. Le mouvement est curatif, en fait. C'est vraiment une salvation. Donc, je pense que ça fait partie du bien-être, de savoir que le mouvement n'est pas négatif pour le corps. Alors, votre personnage principal est incarné par Marion Barbeau. C'est une danseuse classique. Vous avez donc fait jouer une danseuse. C'était pas trop difficile pour elle, surtout qu'elle a l'air un peu timide quand même. Ouais. Et donc pour elle, le rapport aux mots, la mémorisation, c'était un nouveau monde pour elle. Complètement. Moi, j'ai fait un casting de danseurs. Il y en a beaucoup qui jouent dans le film. Il doit y avoir une quinzaine de danseurs qui jouent leur propre rôle dans le film. Et qui ont, je m'excuse, je vous interromps, qui sont gradés, c'est-à-dire qui sont danseurs étoiles, premier danseur, première danseuse. Alors, il y a un danseur étoile, Germain Louvet, qui est à l'Opéra de Paris. Il y a 2 danseuses de l'Opéra de Paris, dont Marion Barbeau, qui est première danseuse. L'autre Marion, qui s'appelle Marion Gauthier, je ne me rappelle plus son grade. Mais en tout cas, il y a des gens de l'Opéra de Paris, mais il y a beaucoup de gens qui viennent soit du hip-hop, soit de la danse contemporaine. J'imagine qu'on va en parler. Il y a le chorégraphe contemporain avec qui j'ai travaillé, qui s'appelle Ofesh Shechter, qui est israélien et qui vit à Londres depuis 20 ans. Lui, il a une troupe de danseurs qui viennent du monde entier, en fait. Et donc, du coup, il y a tous ces danseurs qui ont joué dans le film. Je peux rajouter un mot. C'est incroyable parce que je suis en train de lire le livre de Germain Louvet, Danseur étoile. Il vient d'écrire, Monique, un très, très beau livre autobiographique, alors qu'il est très, très jeune, sur toute la vie, sa vie de danseur à l'opéra. Ah oui. Donc, voilà. Ouais, j'ai très envie de lire son livre. Il est qui a l'air magnifique. très bien. Ouais, j'imagine, ouais. Alors, Marion Barbeau, pourquoi ce choix ? Elle, en fait, elle s'est imposée d'une part parce que je l'avais vue, j'avais filmé un spectacle d'Ofesh Shechter à l'Opéra de Paris. J'ai rencontré Ofesh, c'était en 2018, et elle était dans la distribution. C'était 9 femmes qui dansaient, et donc il y avait Marion Barbeau, que je connaissais déjà un peu, et j'avais vu qu'elle était très forte à danser cette danse-là, donc la danse contemporaine. Et puis, forcément, ayant l'éducation de l'Opéra de Paris, elle est très forte également en danse classique. Et puis, quand j'ai fait un casting de danseuse pour le rôle principal, elle s'est imposée parce que, comme vous dites, elle a un côté très timide. Oui. Et je dirais que c'est un côté un peu comme Charlotte Gainsbourg. C'est des gens qui sont très timides dans la vie, mais qu'on a envie de filmer. C'est-à-dire qui dégagent quelque chose et où justement leur pudeur naturelle est assez belle à filmer, disons. C'est un peu comme vous avez fait avec Romain Duris, qui était très timide au départ. Oui, c'est vrai que dans Le Péril jeune, qui est donc son premier film, il était assez timide et c'était peut-être ça aussi qui était beau à filmer. Ouais. Vous avez du plaisir à faire jouer des gens timides. Non, des c'est gens pas que qui des n'ont jamais timides. été. Vincent Elbaz était moins timide, par exemple. Mais donc, qui n'ont jamais joué, quoi. Vous avez du alors, plaisir qui n'ont à jamais diriger joué, des gens qui n'ont jamais leur joué. donner leur chance. Ouais, il y en a quand même beaucoup là depuis le début. Moi, j'ai fait 14 longs métrages. Sur ces 14 longs métrages, il y a des gens dans chacun cherche son chat. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas acteurs. Ah oui, c'est vrai. Et donc oui, c'est quelque chose que j'ai fait assez régulièrement. Là, c'est vraiment particulier parce que donc elle est danseuse. Comme vous dites,
elle connaissait déjà ce que c'est d'incarner un personnage, ce que c'est d'être en scène, se donner en spectacle. La chose qu'elle n'avait pas, c'est ce que vous avez dit, c'est la mémorisation du texte et le rapport à la parole, quoi. Donc ça, il a fallu qu'elle l'apprenne, et elle a eu un coach. On a beaucoup travaillé ensemble aussi sur ça. Donc les danseurs sont des travailleurs, et donc du coup, elle a appris bien à faire sortie. ça. Ouais, vraiment. Elle est super. Ouais. Elle est superbe, oui. Alors, notre émission ici, on parle du destin, du parcours. Donc, on va parler de votre parcours. Il se trouve que vous aussi, vous avez dû vous reconstruire comme l'héroïne de votre film. Et vous vous sentiez depuis toujours fait pour le cinéma. Et pourtant, vous avez raté 3 fois la Fémis. La Fémis, c'est l'IDEC. 2 fois. Ah, 2 fois. Et seulement 2 fois. Alors, comment vous avez vécu ce coup dur ? Ben c'était un vrai coup dur, parce que c'était idiot de penser ça quand j'ai dû le passer quand j'avais 19 ans, puis quand j'avais 22, 23 ans, et j'étais persuadé que j'allais rentrer, donc c'était certainement de la prétention de ma part. Donc c'était vraiment une sorte de grande déchirure, comme dans ce film, effectivement, où on a l'impression qu'on est fait pour quelque chose, et puis on vous dit non, vous ne pouvez pas faire rentrer dans cette école-là. Donc moi, je pensais que ça voulait dire que j'allais pas faire du cinéma. Et puis, ben voilà, comme Élise dans mon film, j'ai contourné l'obstacle, et j'ai réussi à faire du cinéma en n'étant pas à la Fémis, dans cette école qui s'appelait l'IDEC à l'époque. Mais est-ce que vous diriez qu'avec le recul, ces échecs vous ont servi ? Oui, clairement. Oui, parce que j'étais à la fac 2 ans à Paris. J'ai appris, j'ai vu beaucoup de films. Je me suis formé autrement, et j'ai eu la chance d'aller à New York dans une école de cinéma. Mon père m'a payé 2 années d'études à New York. Et en fait, ça a été une révolution pour moi, parce que je pense que si je n'avais pas été à New York, donc de vivre ce que c'est d'être un étranger dans une ville étrangère, j'aurais pas fait l'auberge espagnole. Il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas vues autrement. Et je pense qu'aussi, le fait d'avoir une formation quand même américaine, ça m'a fait avoir un autre regard sur le cinéma aussi. Ah oui. Et pourquoi vous êtes revenu ? Beaucoup de gens me posaient la question à l'époque. Mais bienvenue. En fait, j'étais pas fait pour être aux États-Unis. C'est-à-dire que j'ai compris que j'étais très français en étant aux États-Unis, en fait. Et du coup, je pense que j'aimais pas beaucoup le cinéma français en partant à New York. Et j'ai découvert le cinéma français en étant à New York, parce que j'emmenais des amis qui étaient dans mon école de cinéma voir Truffaut ou Tati ou des films français. Et je me disais, mais quel beau cinéma on a. Et donc du coup, ouais, il y a une espèce de fierté française que j'ai vraiment découvert à New York. Parce que j'ai l'impression que la Fémis, vous avez recalé parce que vous n'étiez pas assez français. Bah justement, oui, moi j'aimais plus le cinéma américain, donc je me sentais plus à l'aise. Quel genre de cinéma américain ? Alors moi j'adorais Woody Allen, j'adorais Foreman, même si il est tchèque, mais il a émigré aux États-Unis, donc il est devenu un réalisateur américain. Scorsese, voilà, c'était l'époque de tous ces réalisateurs-là, et il y en a évidemment beaucoup d'autres. Ouais. Ah oui. Alors j'ai appris que votre maman était psychanalyste. Absolument. Est-ce que ça vous a aidé dans la vie d'avoir une mère psychanalyste ? Justement, quand vous avez eu ce coup dur, peut-être qu'elle, je sais pas, elle a été peut-être aidante. Alors oui, d'une certaine façon, parce qu'il y a eu un moment où c'est l'âge où j'ai fait une dépression, en fait, qui a pas duré longtemps, ça a duré 2 mois, mais il y a eu vraiment un moment où j'allais pas bien. C'est quelque chose que j'ai raconté dans le film 2 mois, et certainement elle m'a aidé avant que j'aille voir un psy, parce qu'après j'ai été voir quelqu'un d'autre, mais elle m'a aidé à me sortir de cette période difficile. C'était beaucoup lié aux études, en fait, justement, j'étais pas dans le bon endroit. C'était le moment où je faisais l'hypocagne. J'ai vu un psy, plus tard. Ouais. Et ça vous a aidé ? Ah bah ça m'a aidé, oui. Ouais. C'est quand j'avais 30 ans, j'étais voir un psy, c'est au moment où je me suis séparé de ma première copine, et j'étais assez déstabilisé, donc oui, le fait d'aller voir un psy, ça m'a aidé. Ouais. Et est-ce que le fait d'avoir une mère psychanalyste a influencé votre cinéma ? Sans doute, oui. Donc c'est très présent dans le film de moi qui est passé hier à la télévision, qui d'ailleurs doit être encore visible en replay sur France 2. Oui, ils sont tous en analyse. Et alors oui, c'est ça. Il y a Anna Girardot et François Civil qui vont pas bien et qui vont voir un psy, et on voit à quel point ça les aide, quoi. Ah oui. Ouais. Puis c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé pendant le confinement, parce que c'est arrivé beaucoup à des étudiants qui étaient enfermés seuls chez eux dans des lieux en général assez petits, et qui du coup ont commencé à avoir des idées noires et sont entrés dans des dépressions.
dépression. Et il faut savoir que c'est une maladie et comme la grippe, on peut s'en sortir, quoi. Bien sûr. Mais j'arrive pas à savoir si, selon vous, la meilleure thérapie, c'est la danse ou la psychanalyse. Alors, il y a d'autres thérapies que la psychanalyse. Hein. La psychanalyse, disons que ça permet de voir que parfois, quand on interroge les problèmes, on arrive à trouver la solution aux problèmes. Donc, très souvent, c'est des histoires familiales, c'est des histoires aussi de comportement qu'on a. Et quand on voit le schéma dans lequel on s'est enfermé, très souvent, c'est un problème d'addiction. On a une espèce d'addiction à quelque chose qui est autre chose que de la drogue ou de l'alcool. Et il faut se débarrasser de cette addiction. Et donc, il y a un travail à faire pour s'en débarrasser. Mais parfois, ça peut être le sport, parfois, ça peut être la danse, parfois, ça peut être des choses différentes, ouais. Et j'ai appris aussi que vos grands-parents maternels étaient des résistants juifs, déportés à Auschwitz. Ouais. Est-ce que ça a eu une influence sur votre vie ? Bien sûr, tous les gens de la communauté savent que c'est des choses qui restent. Hein. C'est un poids lourd à porter. Je pense qu'à partir du moment où j'ai découvert ça à l'école. On a vu Nuit au brouillard. J'ai commencé à me rendre compte de ce que c'était la Shoah à cet âge-là. Et derrière, forcément, c'est quelque chose qui... Après, en fait, ça prend du temps de comprendre tout ce que ça veut dire. Ils en parlaient à la maison ? Oui. Les parents, les grands-parents ? Moi, ma mère en parlait assez volontiers. Ils étaient cachés ma mère était cachée, et puis mon père aussi, mais lui, il a eu la chance de garder ses parents. Mais donc, ma mère a perdu ses parents quand elle avait 9 ans, et donc... À la fois, il y avait l'histoire de mes grands-parents qui sont morts à Auschwitz, et à la fois le fait de comprendre que ma mère a été orpheline, ce qui sont deux choses différentes. Plus le fait d'être une enfant cachée, ce qui est encore une troisième chose. Et donc, d'avoir vécu la guerre. Là, moi, je vois, en ce moment, avec ce qui se passe en Ukraine, c'était la première réaction de ma mère de dire, ça y est, ça recommence. C'est-à-dire qu'elle elle a revu l'invasion de la Pologne et c'est fou parce que, voilà. Tout c'est remonte des choses... en ce moment, c'est ça. Donc, forcément, c'est des choses qui vous touchent, même si, je l'ai pas vécu. Je suis venu après, mais c'est des choses qui sont présentes, oui, très présentes, ouais. Et vous n'avez pas eu envie d'en faire une fiction ? Non, c'est compliqué pour moi. C'est peut-être justement parce que c'est trop présent que c'est difficile d'en parler. Parce que vous avez fait un documentaire, mais pas... Alors, j'ai fait un documentaire sur ma mère et sur ça, ouais. Et on peut le voir ? Alors, il était passé sur Canal+, mais pour l'instant, il n'est pas diffusé. Donc, faudrait que je me renseigne sur comment le voir, ouais. Et vous avez eu une enfance heureuse ? J'ai eu une enfance heureuse, ouais. Après, moi, j'ai eu Paris, hein ? À Paris, je suis né à Paris, j'ai vraiment eu une enfance très parisienne. Après, mes parents ont divorcé quand j'étais tout petit, j'avais 1 an ou 2, donc... Vous n'avez pas de souvenir d'un couple unique ? Non, c'est ça. Donc, assez rapidement, j'ai eu une belle-mère et un beau-père de chaque côté. Mais de chaque côté, disons qu'il y avait un côté assez heureux, oui. Alors, bien, on va peut-être s'arrêter là. On s'arrête là pour l'instant. J'avais encore une question. Quel est le plus grand tournant de votre vie, sans réfléchir ? Peut-être ce départ aux États-Unis, c'est quand même quelque chose. C'est vraiment quelque chose que je raconte dans l'Auberge espagnole. Quand on part à l'étranger, j'ai adoré votre film. Les voyages forment la jeunesse, comme on dit. Bien, merci beaucoup, Monique Ayoun. Merci, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc votre film va sortir en salle demain, après-demain. Le 30 mars, mercredi 30. Il s'intitule Encore et c'est un très très beau film. À bientôt. À bientôt. Merci.